pense qu'il voulait pouvoir profiter de l'expérience d'organisation internationale, en plus de son métier de futur roi appris pour le Maroc et sur le Maroc. Et par conséquent, son père m'avait parlé de l'Organisation des Nations Unies et de l'Union européenne. Alors, nous avons accepté avec beaucoup d'enthousiasme, sachant que la communauté européenne de l'époque, qui s'appelle l'Union européenne maintenant, était à la fois une organisation internationale par sa composition, mais avec des aspects spécifiques, puisque c'est la seule organisation où des États membres exercent en commun une partie de leur souveraineté. Donc c'est différent de l'ONU ou de l'OCDE. Par conséquent, c'est très volontiers que nous avons ouvert nos services, nos dossiers à Sa Majesté. Et comment s'est déroulé il y avait 3 pôles en réalité. Le premier, c'était le secrétariat général, qui, comme dans toute organisation, a une vue d'ensemble, a aussi des tâches précises de gestion et d'animation. Il y a les directions générales verticales et enfin les cabinets des commissaires ou du président de la commission. Donc Sa Majesté a fait successivement le secrétariat général, quelques directions générales, celles qui l'intéressaient le plus, les relations extérieures, le commerce, l'agriculture, le développement, et il a terminé à mon cabinet, et là, il s'est encore plus focalisé sur les problèmes agricoles. Il avait des réflexions et des séances de travail nourries avec les différents hauts fonctionnaires de la Commission dans les 3 domaines que je vous ai indiqués. Et par conséquent, il faisait preuve de beaucoup de curiosité intellectuelle, et de sa volonté d'approfondir certains sujets, notamment l'agriculture, et ce n'est pas pour rien qu'il a fait son mémoire de stage sur l'agriculture et le développement en Afrique. Un autre domaine très sensible, c'était la pêche. Et j'ai dû d'ailleurs m'investir personnellement pour essayer de trouver une solution valable pour les 2 parties, entre le Maroc et l'Union européenne. Je le voyais à sa demande, je ne voulais pas le gêner. Il avait aussi des problèmes de sécurité le concernant, il devait aussi organiser sa vie, mais à chaque fois qu'il en a exprimé le désir, je le voyais, et il pouvait aussi consulter, échanger avec les membres de mon cabinet ou avec le secrétaire général. J'avais des relations très suivies avec Sa Majesté Hassan II, pour une raison simple aussi, c'est qu'à ce moment-là, j'occupais les fonctions de président de la commission. Mais au-delà de cela, nous avions des conversations sur de grands sujets politiques et économiques. Quand Sa Majesté est arrivée au pouvoir, moi je n'étais plus en fonction. Donc bien entendu, les rapports se sont normalement distendus, surtout que le roi a beaucoup à faire. Mais j'ai eu la surprise, en février dernier, de recevoir un appel téléphonique de lui pour me souhaiter un bon séjour à Essaouira. J'y ai été très sensible. C'est-à-dire, il a essayé de franchir une nouvelle étape vers une synthèse qui est extraordinairement difficile entre la modernité et la tradition. Épouser son temps tout en restant soi-même, ça n'est pas simple. Et beaucoup d'observateurs qui ne connaissent pas la réalité profonde des pays d'Afrique du Nord, et notamment du Maroc, tiennent sur ce sujet des propos définitifs et erronés, manquant de compréhension de la situation. Le grand problème, c'est celui-là. Comment faire la synthèse entre la modernité et la tradition? Le roi s'y emploie, il est jeune, il est en symbiose avec d'autres générations. Hassan II l'avait fait pour sa part, avec une vision politique extrêmement large. Il était respecté de tous, à la fois pour la façon dont il concevait la politique internationale, le développement de son pays, et même pour traiter des questions combien difficiles dans le monde musulman de la religion. Donc c'était un homme de référence,
dans ces domaines et il a fait avancer le Maroc. Il appartenait à son Altesse de franchir un nouveau pas en faisant des réformes qui peut-être n'étaient pas possibles avant, mais je le répète, il faut que les observateurs européens regardent ça non pas avec indulgence, mais avec une vraie compréhension que le Maroc, ce n'est pas la Belgique, le Luxembourg, la France. C'est autre chose. Et que tout en souhaitant plein succès, il faut avoir un regard d'amitié et de compréhension pour bien suivre ces problèmes complexes. Dans ce souci d'équilibre, de ne fâcher personne, d'éviter les susceptibilités excessives, je pense que l'Union européenne devait prendre acte de l'ancienneté et de la qualité de ses relations avec le Maroc, de la façon dont les dirigeants marocains avaient compris ce projet européen. Hassan II m'en parlait souvent, il le regardait comme un politique avisé, il s'y intéressait et par conséquent ce statut avancé me paraît refléter ces dizaines d'années de coopération, de négociations, de disputes sectorielles, mais le Maroc est quand même à un stade avancé, pour reprendre la formule. C'est ce qui explique, à mon avis, la décision de l'Union européenne. Je serai très modeste et humble dans ce sujet, parce que j'étais à la Commission lorsqu'on a décidé ils ont décidé de faire l'union du Maghreb arabe, et je ne croyais pas que ce serait miraculeux, mais je m'attendais au moins à ce que l'accroissement de la coopération économique et financière entre eux, les échanges d'hommes, les relations commerciales permettraient à ces peuples de lutter contre les préventions diverses et peut-être de surmonter certains contentieux très délicats, très dramatiques d'ailleurs, comme ceux qui existent. Eh bien, je me suis trompé, ils n'y sont pas arrivés. Et pour l'instant, je pense que la recette que nous avons appliquée au lendemain de la guerre, c'est-à-dire échangeons, coopérons, connaissons-nous mieux, apprenons à nous respecter mutuellement, qui a bien marché pour la construction européenne, que j'aurais aimé qu'on applique aussi à l'ex-Yougoslavie, eh bien, elle n'a pas marché à l'intérieur de l'Union du Maghreb arabe, et c'est pour moi un sujet de déception et de souci.